Bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à différents aspects de l'économie forestière. Nous aborderons trois types de questions. D'une part, on s'intéressera à la question classique de la production de bois, et donc l'analyse économique du comportement des forestiers. Deuxième type de question, nous nous intéresserons aux services écosystémiques, et plus précisément à la question de la séquestration du carbone, comment mesurer et valoriser la séquestration du carbone. Troisième question, nous nous intéresserons aux dynamiques de déforestation, comment expliquer les comportements à partir de la théorie économique et notamment l'arbitrage entre agriculture et forêt. On commence directement par la question de la production du bois. On va se placer dans un cadre stylisé, simplifié. On va considérer une parcelle de 1 hectare sur laquelle on plante initialement une essence donnée. Sous ces hypothèses, on va pouvoir admettre qu'il existe une relation que l'on notera QT qui exprimera le volume de bois commercialisable en fonction de l'âge de la plantation. Le plus souvent, on utilise les expressions suivantes pour exprimer cette fonction QT. Donc QT, le volume de bois en fonction de l'âge de la plantation. La première est une formule qui s'écrit exponentielle de A moins B divisé par T. Je peux le réécrire à côté pour être sûr qu'il n'y ait pas de confusion. Donc ça me donne exponentielle de A moins B sur T. La deuxième est une fonction polynomiale avec, comme on peut le voir, 4 paramètres. A plus BT plus CT carré moins DT au cube. Les constantes A, B, C et D dépendront de deux choses. D'une part, l'essence qui est considérée et ses caractéristiques naturelles, sa capacité à croître dans un environnement donné, et d'autre part, les caractéristiques de la parcelle sur le plan chimique, climatologique, etc. On s'appuiera sur un exemple que je tire de Conrad, publié en 2010, dans lequel l'essence qui est considérée, c'est le sapin de Douglas. Vous avez ici une représentation graphique de cette essence et vous avez également une carte de son implantation au Canada et aux États-Unis. Dans le tableau de gauche, vous avez les données qui nous intéressent. D'une part, l'âge de la plantation, qui commence à 30 ans pour aller jusqu'à 160 ans, et d'autre part, le volume de bois mesuré en pied-planche, sachant que le pied-planche est une unité de mesure américaine et canadienne qui correspond à 1 pied fois 1 pied fois 1 pouce. Et donc qui varie entre 300 pieds-planches au bout de 30 ans et 92 400 pieds-planches au bout de 160 ans. Nous allons utiliser ce tableau de données pour estimer la fonction de croissance QT, en sachant que nous avons vu qu'il y avait deux formules possibles qui dépendaient des paramètres A, B, C et D, et donc l'objectif c'est de choisir l'une ou l'autre de ces formules, et d'autre part d'estimer d'un point de vue statistique la valeur des paramètres A, B, C et D. Je présente ici la méthode d'estimation de la formule dans le cas où on adopte la spécification exponentielle que j'ai déjà présentée. Pour pouvoir estimer cette équation, on va d'abord la transformer de manière à pouvoir l'écrire sous une forme linéaire, y égale a plus bx. Et pour cela, on va procéder de la manière suivante. On va faire le changement de variable x égale
moins 1 sur t et y égale ln de qt. Comment est-ce qu'on procède? Eh bien, vous partez de l'expression ici, vous la mettez au logarithme et vous obtenez donc ln de qt égale ln de l'exponentielle, mais comme c'est la fonction réciproque, ça nous donne a moins b sur t. Et donc, on a bien représenté et transformé l'équation de départ sous une forme a plus b multiplié par moins 1 sur t, ce qui donne, après changement de variable, ici y, ici x. Y égale a plus bx, ce qui est l'expression que l'on cherche à estimer. Sous forme de tableau Excel, nous avons donc les données de départ, et de manière à pouvoir faire l'estimation statistique, nous devons transformer en ce tableau-là, une fois qu'on a pris en compte le changement de variable. Vous avez d'abord la variable x, qui correspond à moins 1 sur t, et ensuite la variable y, qui correspond à ln de qt, donc c'est simplement en transformant le tableau de gauche en tableau de droite, qui va se prêter, cette fois, à l'étude statistique. Pour faire l'étude statistique, nous utilisons donc le tableau transformé et nous utilisons l'utilitaire d'analyse d'Excel. C'est une fonction optionnelle dans Excel, il faut donc la cocher. Je vous laisse aller sur Internet pour trouver des tutoriels pour savoir comment activer cet outil d'Excel. Une fois qu'il est activé, vous accédez à cette boîte de dialogue et vous allez renseigner la plage pour les valeurs de y, donc la variable expliquée. Pour notre cas, ce sera les cellules qui vont de B42 jusqu'à B56. Vous expliquez également quelle est la plage pour les variables explicatives. Et dans notre cas, ce sera A42 jusqu'à A56. Ensuite, vous cochez un certain nombre d'options en fonction des calculs que vous voulez faire à l'utilitaire d'analyse. Et vous n'avez plus qu'à cliquer pour obtenir le résultat. Je vous laisse le faire par vous-même. Voilà le résultat que vous obtenez, que vous pouvez interpréter et analyser du point de vue statistique. Moi, j'ai retenu simplement le résultat suivant. Lorsqu'on utilise la forme exponentielle, c'est-à-dire ce que l'on vient de faire, l'équation que l'on obtient après régression linéaire, c'est Qt égale exponentielle de 12,96 moins 196,11 sur t. On reconnaît ici nos paramètres A et B. Et nous obtenons un coefficient de régression de 0,96. On peut faire cette même régression linéaire, mais cette fois en utilisant la formule polynomiale, c'est-à-dire Qt égale A plus BT plus CT au carré moins DT au cube. On procède de la même façon. Il faut construire un tableau dans lequel on va avoir trois variables explicatives et on obtient les coefficients qui vous sont donnés ici pour A, B, C et D avec un coefficient de régression de 0,99. J'ai représenté dans ce tableau les différents résultats. Vous avez d'abord la série des données observées, qui est la courbe la plus foncée. Vous avez ensuite
l'expression estimée à partir de la formule polynomiale, et vous avez l'expression estimée à partir de la formule exponentielle. Donc la formule exponentielle vous est donnée ici, et la forme polynomiale correspond à cette partie avec les symboles carrés. On voit bien entendu que la forme polynomiale est meilleure pour représenter l'évolution du volume de bois. Néanmoins, pour la suite du cours, on se permettra de conserver cette formule-là qui permet des calculs plus simples tout en faisant passer l'essentiel des résultats des intuitions. Et on laissera cette expression-là à titre d'exercice et de complément, et donc vous pourrez le faire par vous-même. On va commencer dès à présent et je vous invite à refaire la régression linéaire, mais cette fois pour la formule polynomiale, c'est-à-dire la partie que je n'ai pas détaillée, en utilisant l'utilitaire d'analyse d'Excel. Une fois qu'on connaît l'évolution du volume de bois en fonction de l'âge du peuplement, on va pouvoir commencer à aborder certaines questions, et notamment celle du comportement du forestier. On va d'abord faire une première hypothèse sur le comportement du forestier, et on va supposer que son objectif, c'est de maximiser sa production de bois. Il veut maximiser le volume de bois sur la durée d'exploitation de cette parcelle. On va donc considérer un forestier qui va, par hypothèse, exploiter la parcelle sur une durée longue, D, et qui prévoit par ailleurs de faire, pendant cette période, N rotations. On définira une rotation comme le fait de planter, laisser croître, couper et recommencer le cycle. Sous ces hypothèses, il va donc couper le peuplement au bout de T années, avec T années égale le ratio de la durée d'exploitation de la parcelle sur le nombre de rotations. Ainsi, toutes les T années, on va avoir un peuplement arrivé à maturité, coupé et replanté, ce qui nous donne un cycle qui va être répété autant de fois que nécessaire jusqu'à la fin de la durée d'exploitation grand D. On peut alors exprimer le volume de bois total. Pour mieux comprendre, je vous propose de vous appuyer sur une représentation graphique. Je vais mettre en abscisse le temps et en ordonnée le volume de bois que l'on peut observer à chaque instant sur la parcelle. On sait que la durée d'exploitation de la parcelle sera grand D, que l'on divise en n rotations. Donc on va en faire, disons, 5. Au début de chaque rotation, on replante et on laisse le peuplement croître jusqu'à la date grand T. À la date grand T, le peuplement atteint un volume sur la parcelle égal, par définition, à Q de grand T. Et à cette date-là, on va couper, donc le volume de bois descend brusquement à 0 et on recommence le cycle. On voit donc que périodiquement, à la date T, puis 2T, puis 3T, puis 4T, et enfin à la date D égale 5T, on va couper un volume de bois égal à Q de T. Ce qui, dans mon exemple, me donnera 5 fois Qt, le volume de bois total sur la période d'exploitation grand D. En généralisant, on voit donc que le volume de bois total, V, qui pourra être vendu sur toute la période d'exploitation, sera égal à n fois
dans le graphique on avait posé n égale 5, le volume de bois du peuplement lorsqu'il est coupé à la date grand T, à l'âge grand T. En se souvenant que T, par définition, c'est D sur N, on peut aussi écrire que N est égal à D sur T. Ça revient au même, ce qui permet de modifier cette équation-ci et de l'écrire sous cette forme-là. Le volume de bois total produit va donc être égal à D fois le ratio QT sur T qui peut s'interpréter comme la production par unité de temps de la parcelle. On voit donc que si on veut maximiser le volume de bois V, en raisonnant sur une durée d'exploitation totale de la parcelle D qui est donnée, eh bien, il suffit de maximiser cette production par unité de temps QT sur T. L'objectif donc du forestier, s'il recherche un maximum de production de bois, c'est de maximiser le volume de bois par unité de temps représenté par le ratio QT sur T ici. C'est donc ce que l'on va faire pour déterminer le comportement rationnel de notre forestier dont l'objectif par hypothèse est de maximiser le volume de bois. On va donc dériver l'expression précédente, V égale D multiplié par le ratio QT sur T, par rapport à la durée de rotation T choisie par le forestier, de manière à déterminer la condition du premier ordre pour maximiser le volume de bois total, V. Si on calcule cette dérivée, on obtient donc dV sur dt égale D. On voit que ici on doit faire la dérivée d'un quotient, et donc on utilise la formule bien connue. Dérivée du numérateur multiplié par le dénominateur moins numérateur multiplié par la dérivée du dénominateur, le tout divisé par le dénominateur au carré. On va pouvoir modifier cette équation de manière à l'écrire sous une forme plus interprétable, et je propose de diviser en haut et en bas par t. Une fois que vous avez fait ça, vous obtenez l'expression qui vous est donnée ici, Q'T moins Qt sur t, le tout divisé par t au cube. On égalise ensuite cette expression à 0 pour obtenir la condition du premier ordre pour un maximum de volume du bois. L'intérêt de cette dernière écriture, c'est qu'on peut lui trouver une interprétation parlante. On voit qu'on doit égaliser deux termes au numérateur ici pour que la condition du premier ordre soit satisfaite. On doit égaliser Q'T avec Qt sur T, chaque terme s'interprétant d'une part comme à gauche la productivité marginale et à droite la productivité moyenne. La productivité marginale, c'est l'augmentation du volume de bois si on augmente la rotation d'une année. La productivité moyenne, c'est la production de bois, le volume de bois par année en moyenne sur l'ensemble de la période. On voit donc qu'on doit égaliser la productivité résultante de l'augmentation d'une année de la rotation avec la productivité moyenne sur l'ensemble de la rotation pour avoir un volume de bois maximum. Mathématiquement, il faut égaliser Q'T avec Qt sur T.
J'en ai fait ici la représentation graphique en m'appuyant sur la formule exponentielle et sur les coefficients qu'on avait estimés dans une partie précédente. Et on voit que vous avez ici en foncé la productivité marginale, donc qui est représentée par cette courbe-là. Vous avez en clair la productivité moyenne, qui est donc représentée par cette courbe-là. Et on voit qu'on a un point d'intersection, c'est-à-dire en ce point-là, on a Q'T égale Qt sur T, ce qui est notre condition du premier ordre pour avoir un maximum de bois, de volume de bois produit par notre forestier. La rotation optimale serait donc aux alentours de 195 années. On peut aussi obtenir ce résultat par le calcul. On rappelle d'abord que le volume de bois, lorsqu'on utilise la loi exponentielle, s'exprime par exponentielle de A moins B sur T. Si vous dérivez cette expression, vous obtenez ce résultat-là. Si vous divisez cette expression par T, vous obtenez ce résultat-là. Et on sait que la rotation optimale est déterminée par l'égalité dérivée égale le ratio. Et vous pouvez résoudre cette équation. Vous verrez que vous obtiendrez que la rotation optimale est en fait égale au paramètre B. On peut enfin utiliser une feuille de calcul pour obtenir ce même résultat. J'ai représenté ici la partie de la feuille de calcul que j'ai utilisée, qui se découpe en deux parties. Une première, ici, où je calcule le volume de bois en fonction de la durée de rotation. En faisant l'hypothèse que D égale 1, j'exprime donc le volume de bois V égale D, mais avec D égale 1, multiplié par Qt sur T, en sachant que dans cette feuille Excel, Qt est égal à exponentielle de A moins B sur T, avec A et B les valeurs des paramètres que l'on a estimés dans une étape précédente. On calcule donc ici le volume de bois V pour une durée de rotation quelconque. Notre problème, c'est de chercher la durée de rotation qui permet de maximiser V. On va donc pouvoir utiliser le solver pour résoudre notre problème. Solver que l'on va programmer de la manière suivante. Sachant que l'objectif que l'on cherche à maximiser se trouve ici, on va déclarer dans le solver que notre objectif se situe en cellule B34. Sachant que le moyen dont on dispose pour modifier cet objectif, c'est la durée de rotation, on va déclarer comme cellule variable la cellule A34. Enfin, sachant que l'on veut maximiser notre objectif, on va cocher la case max ici. On va ensuite cliquer sur résoudre et laisser le solver trouver la solution. Une fois que le solver a convergé, il va nous retourner en fait le résultat que j'ai déjà pré-rempli ici, c'est-à-dire une rotation optimale de 196,11 ans. On vérifie bien que ça correspond à la valeur de notre paramètre B, chose qu'on a démontrée théoriquement. La deuxième partie de notre feuille Excel ici consiste à vérifier que la solution que le solver nous retourne est bien la bonne, en vérifiant l'égalité de la productivité marginale avec la productivité moyenne, ce qui est bien le cas, donc la condition d'optimalité est satisfaite.
Je vous laisse reprendre l'ensemble de ces étapes en considérant la formule polynomiale, donc représenter le graphique de la productivité marginale, moyenne, et utiliser le solver pour trouver la durée de rotation optimale et enfin vérifier la condition d'optimalité. On a supposé à l'instant que l'objectif du forestier était de maximiser le volume de bois qu'il allait produire. On va maintenant changer de point de vue et supposer que son objectif est de maximiser le revenu, ce qui est une hypothèse qui semble plus convaincante d'un point de vue économique. Le premier à avoir abordé le problème de cette façon-là, c'est un forestier d'origine allemande du nom de Faustmann en 1849. Il pose à ce moment-là le problème de l'optimisation intertemporelle des revenus du forestier. Quels sont ces revenus? Je refais le même schéma que dans une diapositive précédente, avec le volume de bois, la coupe à la date T, à nouveau une plantation, un deuxième cycle, et ainsi de suite, etc. Vous avez ici donc la quantité de bois qui est coupée à chaque date, QT, 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 sachant que chaque génération va être coupée à l'âge grand T. Et vous avez les dates ici qui se succèdent. Le forestier va donc récupérer une recette toutes les T années qui va correspondre au prix de vente du bois multiplié par le volume de bois QT, et ça va se répéter à la date T, à la date 2T, à la date 3T, etc. À ça, il faut évidemment enlever le coût de la replantation, c'est-à-dire que quand vous coupez, il faut replanter de manière à relancer une deuxième période. Et donc, en fait, les recettes que vous allez faire à chaque période, ce sera P de QT moins le coût C de la plantation. Donc vous allez à chaque date gagner P de QT moins C jusqu'à la fin de l'exploitation de votre parcelle. D'où l'idée de calculer la vanne, la valeur actualisée nette des profits que vous allez faire. Vous gagnez donc à la date T P de QT moins C, prix de vente du bois moins coût de replantation pour la deuxième période. À la date de T, même chose, jusqu'à la date NT, où vous allez gagner P de QT moins C. Et on actualise de manière à tenir compte du fait que les sommes d'argent en question sont disponibles dans une période future et que du point de vue du marché financier, il faut tenir compte des intérêts perdus. Et donc on va multiplier par exponentielle de moins RT et exponentielle de moins RNT pour les différentes générations. Donc à chaque fois, il faudra multiplier de manière à actualiser par exponentielle de moins RT pour la première période, ensuite exponentielle de moins R 2T pour la deuxième période, et exponentielle de moins R NT pour la dernière période, et à chaque fois, on multiplie par le bénéfice qui est fait à chaque cycle. L'objectif à partir de là va être de choisir la durée de rotation pour maximiser cette vanne. Pour résoudre ce problème, on va d'abord simplifier l'expression de la vanne. La vanne peut s'écrire sous la forme PQT moins C, donc ça c'est le profit à chaque cycle, multiplié par exponentielle de moins RT plus exponentielle de moins R de T plus ainsi de suite exponentielle de moins RNT. Je vous propose d'appeler ce terme-là S pour somme,
de cette suite d'exponentielles. Ensuite, je vous propose de faire la transformation suivante. On a donc S égale exponentielle de moins RT plus exponentielle de moins R de t plus exponentielle de moins R nt. Et je vous propose de multiplier par ERT cette ligne de chaque côté. Donc ça va me donner exponentielle de RT fois S égale exponentielle de moins RT multiplié par exponentielle de RT, ça donne 1, plus exponentielle de moins R de t multiplié par exponentielle de RT, ça me donne exponentielle de moins RT, ainsi de suite. Et dernier terme, exponentielle de moins RNT multiplié par exponentielle de RT, ça me donne exponentielle de moins R n-1 t. Je vous propose alors de faire la différence entre la deuxième ligne, ici, et la première ligne. Donc je vais faire, pour dire les choses plus clairement, je vais faire le calcul ligne 2 moins ligne 1. Ça va me donner, à gauche, exponentielle de RT S moins S, donc ça va me faire exponentielle de RT moins 1 multiplié par S. Donc ça, c'est la différence entre ce terme-là et ce terme-là. Ensuite, à droite, égal, on va reporter le terme 1 qui est ici. Ensuite, on va remarquer que chaque terme se simplifie. Celui-ci moins celui-ci, ça donne 0. Ici, il y a un exponentiel de moins R de t que je peux simplifier avec ce terme-là. Ainsi de suite, on voit qu'on va pouvoir simplifier tous les termes de proche en proche. Et il me reste à la fin uniquement ce terme-là, donc moins exponentielle de moins R n t. On a donc montré que exponentielle de RT moins 1 S égale 1 moins exponentielle de moins RNT, ce qui me permet d'écrire finalement que S est égal à 1 moins exponentielle de moins RNT divisé par exponentielle de RT moins 1. Finalement, ceci me donne une simplification pour la vanne, puisqu'on a mis en évidence que la vanne était égale au profit qui est fait à chaque cycle, multiplié par cette somme que j'avais notée S, et on vient de montrer que S était égal à cette expression. C'est ce qui est dit sur cette diapositive. D'abord, sans détailler le calcul, il est affirmé le résultat qu'on vient de mettre en évidence, c'est-à-dire la somme a pour expression 1 moins exponentielle de moins RNT sur exponentielle de RT moins 1. Et puis finalement, l'expression de la vanne qui vous est donnée ici, qui est le résultat de toutes ces étapes. C'est cette expression de la vanne que nous allons maximiser. Le but du forestier, c'est de choisir la période de rotation, grand T, pour maximiser son profit intertemporel exprimé sous la forme de la vanne. Traditionnellement, on résout ce problème dans deux cas limites. D'abord, dans le cas où on fait l'hypothèse que le forestier ne considère qu'une seule rotation, n égale 1. On appellera ça la rotation de Fischer. Et dans ce cas-là, le forestier se contente de maximiser la vanne qui s'exprime sous cette forme simple, puisqu'il n'y a qu'une seule rotation, une seule période. Et ensuite, on envisage le cas où on fait l'hypothèse que le forestier considère une exploitation sur une durée infinie, et donc sur un nombre infini de rotations.
On appellera ça la rotation de Fosman, auquel cas le forestier va maximiser la limite de l'expression précédente. Je vous rappelle que dans l'expression précédente ici, il y avait un terme au numérateur 1 moins exponentielle de moins r n t, et ce terme-là va tendre vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Ce qui nous donne finalement l'expression que je vous propose ici. On va résoudre ces deux problèmes à tour de rôle et regarder quelle est la rotation optimale qui va émerger sous l'hypothèse de Fischer, une seule rotation, et sous l'hypothèse de Fosman, une infinité de rotations. Sous l'hypothèse de Fischer, on doit déterminer la durée de rotation t pour maximiser la vanne qui a pour expression pqt moins c, le tout multiplié par exponentielle de moins rt. On veut maximiser cette expression en choisissant t. On va donc calculer la condition du premier ordre en dérivant cette expression par rapport à t. On voit qu'on a la dérivée d'un produit, et donc on va faire le calcul. Dérivée de la vanne par rapport à t, ça me donne dérivée du premier terme multiplié par le deuxième terme, donc pq'(t) multiplié par exponentielle de moins rt, plus premier terme multiplié par dérivée du deuxième terme. pqt moins c multiplié par moins r exponentielle de moins rt. Je propose à partir de là de mettre en facteur le terme pqt moins c multiplié par exponentielle de moins rt. Je vais sauter un peu des étapes ici et on obtient pq'(t) divisé par pqt moins c moins r, facteur du terme que j'ai mis en facteur, pqt moins c, exponentielle de moins rt. On sait que la durée de rotation optimale, celle qui maximise la vanne de notre forestier, est telle que la dérivée s'annule, ce qui nous donne la condition du premier ordre. La condition à vérifier est donc celle-ci, que l'on vient de redémontrer. Et l'intérêt de la factorisation que j'ai faite, c'est qu'elle permet de mettre en évidence que la rotation optimale égalise deux termes, qui sont les termes entre crochets. D'une part, ce premier terme, qui s'interprète comme le taux d'accroissement du flux de revenus lorsqu'on augmente la durée de rotation d'une unité. Ce premier terme, taux d'accroissement du flux de revenus en allongeant la durée de rotation d'une unité, doit être égal à R, qui est le taux d'intérêt du marché financier. On peut utiliser la feuille Excel qu'on a déjà commencé à programmer et à utiliser pour calculer cette période de rotation optimale. J'organise ici la feuille de calcul en deux parties. Une première partie ici me permet de calculer la vanne pour n'importe quelle durée de rotation t. Une fois que j'ai programmé cette chose-là, j'utilise le solver et je définis comme objectif à maximiser la valeur qui est ici, c'est-à-dire la cellule B33. Je précise au solver que l'on veut maximiser cette cellule et je précise au solver que la variable que l'on peut choisir, c'est la durée de rotation A33. Une fois que vous avez programmé le solver de cette manière-là, vous pouvez résoudre le problème. Vous laissez l'algorithme converger et il vous retourne une solution de 63,09 années.
C'est donc 63,09 années, la durée de rotation qui, sur une seule rotation, maximisera le profit du forestier, profit qui ici est entendu au sens de la vanne. Une deuxième partie de la feuille de calcul permet de vérifier la solution qui est trouvée par le solveur en utilisant notre connaissance de la condition du premier ordre. On sait que notre condition du premier ordre nous dit qu'il faut maximiser PQ'T divisé par PQT moins C avec le taux d'intérêt. Et on vérifie bien ici que une fois qu'on a calculé le terme de gauche ici, pour la valeur que nous a retourné le solveur, on obtient 0,05. On a choisi un taux d'intérêt de 0,05 et on a bien l'égalité des deux. Autrement dit, le solveur vérifie la condition du premier ordre. C'est bien la solution que l'on voulait. Cette simulation a été faite pour le volume de bois exprimé sous forme exponentielle, que l'on a déjà calibré précédemment, pour un prix du bois égal à 0,65 $ par pied planche, qui est une unité de mesure de volume américaine, pour un coût de replantation de 180 $ par acre, et pour un taux d'intérêt donc de 0,05, c'est-à-dire 5% par an. Je vous demande de refaire le même exercice, mais cette fois en considérant la fonction polynomiale. Vous devez donc simplement répéter les mêmes opérations avec la feuille Excel en adaptant pour une autre forme de la formule du volume de bois. Je viens maintenant à la résolution du même problème, mais cette fois en imaginant une infinité de rotations. Dans ce cas-là, on doit maximiser la formule de la vanne qui va s'écrire vanne égale PQT moins C multiplié par 1 divisé par exponentielle de RT moins 1. Le principe est le même. On veut dériver cette expression pour trouver la condition du premier ordre qui nous permettra de calculer la période de rotation qui maximise cette expression. On voit qu'en dérivant, on a ici la dérivée d'un produit, et donc on va calculer en utilisant la formule habituelle. Je dérive d'abord le premier terme, PQ'T, et je reporte le deuxième terme. Ensuite, je dérive le deuxième terme en reportant le premier terme, avec la dérivée du deuxième terme qui me donne moins R exponentielle de RT divisé par exponentielle de RT moins 1 au carré. On va factoriser de manière à écrire cette expression sous une forme plus lisible et plus interprétable. Et je propose de factoriser ce terme-ci multiplié par ici le terme exponentielle de RT moins 1, ce qui va me donner PQ'T divisé par PQT moins C moins R exponentielle de RT divisé par exponentielle de RT moins 1, puisque ça apparaît au carré ici,
le tout multiplié par le terme que j'ai factorisé, c'est-à-dire PQT moins C divisé par exponentielle de RT moins 1. On peut écrire cette expression sous une forme plus simple encore. Je vais diviser en haut et en bas par exponentielle de moins RT et j'obtiens finalement PQ'T PQT moins C moins R divisé par 1 moins exponentielle de moins RT. Le tout multiplié par PQT moins C sur exponentielle de RT moins 1. On obtient donc l'expression qui est ici. On sait que cette expression, qui est la dérivée de la vanne par rapport à la période de rotation grand T, me permet, en l'égalisant à 0, de trouver la condition du premier ordre, telle qu'on va maximiser cette vanne. Ce qui m'intéresse, c'est de voir que cette condition du premier ordre, donc dérivée de la vanne par rapport à t égale à 0, sera satisfaite lorsque je vais égaliser ce premier terme avec ce deuxième terme. Premier terme qui s'interprète comme, on l'a dit, le taux d'accroissement du flux de revenus lorsqu'on allonge la durée de rotation d'une unité très petite. Le deuxième terme s'interprétant comme le taux d'intérêt actualisé sur une période infinie. On doit donc égaliser ces deux termes pour trouver la période de rotation optimale. En utilisant la même feuille de calcul, toujours avec le volume de bois exprimé sous la forme exponentielle, toujours avec un prix de 0,65, un coût de 180 et avec un taux d'intérêt de 5%, va nous permettre de trouver cette période de rotation optimale. On a une première partie ici dans laquelle je calcule la vanne pour n'importe quelle période de rotation. J'utilise ensuite le solveur pour maximiser la cellule B31, c'est-à-dire la vanne que je veux maximiser, en choisissant la cellule A31, c'est-à-dire la période de rotation. Je lance le solveur en cliquant sur résoudre et il me retourne la valeur qui était déjà sur la feuille Excel ici, 61,66 années. Vous avez une deuxième partie ici qui permet de vérifier la solution du solveur en s'appuyant sur notre connaissance de la condition du premier ordre. Je calcule donc ici le ratio PQ'T divisé par PQT moins C. Je calcule ici le ratio R divisé par 1 moins exponentielle de moins RT et je sais que ces deux termes doivent être égaux. Je reporte donc ici la valeur trouvée par le solveur. Je calcule les deux termes et je vois qu'ils sont bien égaux. Par conséquent, la condition d'optimalité est vérifiée. Je vous demande, à titre d'exercice, de refaire la même chose, mais cette fois en utilisant la fonction polynomiale, toujours pour le même prix, 0,65, le même coût, 180, et le même taux d'intérêt, 5% par an. Ceci conclut notre première partie sur l'économie forestière envisagée du point de vue de la production de bois. On a décrit trois types de comportements, trois types de rationalité. Un premier comportement dans lequel on supposait que l'objectif du forestier était de maximiser le volume de bois. Pour l'exemple que l'on a pris, on a obtenu dans ce cas-là une période de rotation optimale, maximisant le volume de bois, de 196 années. On a ensuite envisagé un comportement différent qui consistait non plus à maximiser le volume de bois, mais à maximiser le profit du forestier, envisagé d'un point de vue intertemporel,
et donc actualisé convenablement pour tenir compte du taux d'intérêt du marché financier. On a mis en évidence deux cas limites. Le cas où on supposait que le forestier calculait sa stratégie optimale sur une seule rotation, et le cas où le forestier calculait sa stratégie optimale sur une infinité de rotations. Dans le cas d'une seule rotation, on a obtenu une rotation optimale de 63 années. Et ceci correspondait au résultat de Fischer. Dans le cas d'une infinité de rotations, on a obtenu une rotation optimale de 61 années, ce qui correspondait à l'hypothèse de Faustmann. On a donc trois résultats différents que l'on peut comparer rapidement. Première conclusion, on voit que l'objectif de maximisation du volume de bois implique une rotation beaucoup plus longue de 196 années. On en conclut donc que la logique économique pousse à raccourcir la période de rotation et à avoir un rythme de renouvellement des plantations beaucoup plus court. Deuxième chose que l'on peut comparer, on peut comparer la logique de Fischer et celle de Faustmann, et on s'aperçoit que Fischer amène à choisir une durée de rotation un peu plus longue que celle de Faustmann. L'explication vient du fait que dans le cas de Fischer, on ne se préoccupe pas de l'objectif de replanter derrière, puisque par définition il n'y aura pas de replantation, et donc il n'existe pas de coût d'opportunité à l'accroissement de la durée du peuplement. Alors que dans le cas de Faustmann, on a un cycle infini, et donc il y a lieu de libérer l'espace pour pouvoir replanter les générations suivantes, les peuplements suivants, de manière à maximiser le profit. Ceci explique la différence de 2 années entre les deux comportements.